On a beaucoup parlé de digital et moi j'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'est justement pas digital mais qui est très humain. Donc une des tendances actuelles très fortes aux États-Unis se tourne plutôt vers le well-being, vers comment est-ce que les entreprises font en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Donc well-being, ça peut avoir une connotation un peu nice to have, et en fait pas du tout, puisque nous savons tous qu'un collaborateur qui est bien dans son corps, dans sa tête, et ben, ça va être un collaborateur plus motivé, plus engagé, plus productif. J'ai osé changer un mot avec lequel je n'ai jamais été heureux après 30 ans de métier dans les ressources humaines. Je considère que je ne gère pas des ressources, que ce mot ressources a un côté quantitatif qui n'exprime pas le métier que j'exerce. D'ailleurs, je dis quelquefois que ce mot a peut-être été inventé par des directeurs financiers, mais pas par des vrais RH. J'espère qu'il n'y a pas de directeur financier dans la salle. Il y en a, mais ils sont là, donc ça veut dire qu'ils partagent aussi nos convictions. J'ai toujours été très très heureux avec relations humaines, parce que mon expertise finalement dans l'entreprise, c'est de développer cette qualité de relations humaines. Mais c'était un peu court parce que je soutiens que dans beaucoup d'autres métiers que dans le monde du travail ou dans des associations, on fait aussi d'excellentes relations humaines. Et je cherchais l'acronyme et je ne trouve pas. J'ai même regardé si en anglais ou dans les pays anglo-saxons on avait trouvé, même s'il y a quelques tentatives. Et tout d'un coup, on a développé à la Française des Jeux, quand on a eu l'ouverture du marché des jeux en ligne en 2010, un accompagnement du changement plus costaud. Et finalement, mon métier, depuis toujours, c'est accompagner les femmes et les hommes de l'entreprise. Et cet accompagnement du changement avec une seule personne, petit à petit, ça a été une équipe de 3 ou 4. Et puis tout d'un coup, on a dit, mais c'est carrément au carrefour de toutes les transformations d'entreprise. Et j'ai nommé cet adjoint qui portait l'accompagnement du changement, directeur de la transformation. Et tout naturellement, j'ai pris le titre de directeur des relations humaines et de la transformation. Et je rajoute tout de suite que cette transformation, elle est au carrefour de tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est d'abord une transformation avec le mode collaboratif. On en a parlé toute la matinée. Ce mode collaboratif, il est partout. Il est la norme de fonctionnement. C'est tout bête, mais les RH qui sont dans la salle le savent. Si vous consultez vos collaborateurs et vous leur demandez à l'avance ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, non seulement vous pouvez avoir des bonnes idées, je vous le soutiens, mais en plus ils sont alignés sur la solution. D'abord, effectivement, c'est le capital des entreprises, c'est un capital extrêmement important, et donc c'est un capital dont moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui encore plus qu'hier, il faut le faire vivre. Donc, je l'ai déjà évoqué, il faut être capable de le mettre en mouvement. Il va falloir aussi investir dessus, ce sont l'ensemble des investissements en formation, il va falloir leur donner du sens. Je pense aussi ce que nos collaborateurs, en tout cas c'est moi ce que je vois, non seulement à l'intérieur de l'entreprise Manpower, mais aussi j'ai le plaisir et la chance d'être vice-président d'une fondation qui s'appelle la Fondation Agissons contre l'exclusion. C'est 5400 entreprises qui sont engagées sur les sujets de RSE, et je vois l'engagement aussi des collaborateurs pour venir travailler auprès d'un certain nombre d'associations, un certain nombre de fondations, pour venir en particulier aider des publics qui sont dans la précarité, et ils trouvent cet équilibre aussi entre ce qu'on leur demande dans l'entreprise, ce qu'ils peuvent apporter à l'extérieur, le fait que l'entreprise leur facilite aussi ce point, ça avait déjà été évoqué, entre ce qu'est leur engagement pour l'entreprise et ce qu'est leur engagement pour la société. Voilà, un certain nombre d'éléments qui me semblent importants par rapport à tout ce qu'on va leur demander en termes de mobilité, en termes d'agilité intellectuelle, pour être toujours en ligne avec les besoins de l'entreprise et les besoins de la société. Aujourd'hui, ce n'est plus une work-life balance, mais c'est plutôt l'intégration de la vie dans le travail et du travail dans la vie. Je pense qu'on est aujourd'hui dans ce monde connecté où nous avons des outils à notre disposition qui sont là pour nous faciliter beaucoup de choses, pour accélérer aussi beaucoup de choses. Et donc, comment dans l'entreprise, on peut aussi aller plus loin par rapport à cette flexibilité dont on a besoin. On en a déjà entendu parler ce matin. Chez ADP, on a été très loin aux États-Unis au niveau de la flexibilité par rapport au lieu de travail. Donc, on a eu un très très grand programme de home shoring qui s'est développé sur
10 dernières années où beaucoup de collaborateurs ont eu l'option, ou parfois pas tellement l'option, de travailler de chez eux. Donc ça a été très apprécié, ça a été plébiscité, et aujourd'hui on se rend compte qu'on a peut-être été un peu trop loin. Que ce qu'il faut aussi, c'est la connectivité, c'est le lien social, c'est la capacité de pouvoir interagir, pas seulement virtuellement, mais aussi dans la vraie interaction humaine. On est un animal social, hein, et l'entreprise se doit de créer des lieux d'accueil pour les collaborateurs qui donnent envie. On veut que nos collaborateurs viennent dans les espaces mis à leur disposition par l'entreprise et qui se disent il y a une utilité pour moi de venir. Je viens pas parce qu'on me dit qu'il faut que je sois là derrière mon poste de travail, mais je viens parce que je sais que je vais pouvoir échanger, que je vais pouvoir apprendre, que je vais avoir l'opportunité de networker, que je vais pouvoir faire beaucoup de choses qui vont faire en sorte que le travail sera fait d'une manière peut-être différente, mais toujours aussi productive, voire plus productive. À l'ère du numérique, à l'ère du déploiement des outils numériques, nous avons la chance de déployer 2000 smartphones à nos 2000 collaborateurs. Ne tombons pas dans le travers de donner un outil sans usage et sans la voix du collaborateur. Appliquons les bons principes du marketing client. La voix du client, c'est important. Donc on a fait du collaboratif pour recueillir les avis de nos collaborateurs sur ce qu'ils veulent voir sur leur outil. Et finalement, ce projet numérique interne, j'ai préféré l'appeler « Mieux vivre ». Et vous allez voir comment. Et travailler, parce qu'on est là pour travailler, ensemble, j'aime bien, à l'ère du numérique, parce que ça change tout. Parce que ça change tout. Donc aussi bien télétravail, mais dosé, je suis tout à fait d'accord avec Manuela. Et il faut faire attention à garder un lien social dans l'entreprise. Plus vous développez du numérique, plus vous devez renforcer le collaboratif et l'humain. L'humain en capital, je souscris. Et finalement, mieux vivre, moi j'y ai mis dedans des choses qui sont sur la qualité de vie au travail, le bien-être. Et je mets dans cet accord d'entreprise qu'on est en train de négocier, on a signé le chapitre 1 sur le droit à la déconnexion, parce qu'il y a une loi qui a dit qu'il fallait qu'on signe sur un droit à la déconnexion. Donc on a fait la loi qui nous a dit que nous, on n'avait pas eu le temps d'avoir le cerveau pour réfléchir qu'il fallait faire un droit à la déconnexion. Voilà, je l'ai dit très vite. Je pense que les solutions viennent du bas et de la subsidiarité. Elles ne doivent pas toujours venir d'en haut dans un pays. Et donc, on a mis ce premier chapitre très vite sur le droit à la déconnexion. Donc, comment on fonctionne, et on a respecté la liberté de chacun, bien sûr. Mais en bien-être au travail, du coup, on met les jours solidaires. Vous savez, c'est cette manière que des collaborateurs offrent des jours pour un autre collègue qui en a besoin parce qu'il a un parent malade. On y a mis dedans cette fierté que nous avons eue, et je fais un petit clin d'œil à Microdon et à Pierre-Emmanuel, d'avoir été une des premières entreprises en France à signer l'arrondi solidaire avec Microdon et avec ADP. On a plus de 30% de nos collaborateurs qui abandonnent leurs centimes d'euros, mais on va au-delà, on va jusqu'à 10 euros, et la Française des Jeux et la fondation de la Française des Jeux, dont je suis administrateur, d'ailleurs, dans une fondation d'entreprise, que le DRH soit administrateur de la fondation sur une politique RSE, ça a du sens. Je pense qu'il faut faire grandir nos partenaires sociaux qui sont des gens comme tout le monde. Il faut leur donner les moyens de grandir, il faut les former. Et je me suis battu avec mes partenaires sociaux pour que cette négociation ne soit plus comme on faisait avant. On négocie, on s'envoie un mail, on joint le projet d'accord. Ils font exprès, chacun d'entre eux, chacune des centrales, de ne jamais faire copie aux autres centrales de leurs propositions, parce qu'on ne va pas faire du collaboratif entre centrales. C'est tellement mieux que de dire que de ne pas partager. On va plus vite. On a été plus vite, on a créé tout simplement une communauté dans un réseau social, et on a dit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge dans la négociation, c'est mis en ligne, et il y a un workflow qui annonce à tout le monde. Et bien sûr, certains récalcitrants, « Oh ben non, on ne va pas faire ça, je préfère recevoir un mail. » Ah ben si tu veux continuer la négo, tu rentres dans le réseau social. Il faut forcer la main. Le rôle du manager, c'est pour ça que j'aime bien, moi, renforcer le rôle du manager, et on forme nos managers, manager à l'ère du numérique avec la posture coach. Pourquoi je vais vers la posture coach? C'est que finalement, vous savez qu'un coach, vous savez tous, connaissez tous ce métier, quand il accompagne quelqu'un, il ne trouve pas la solution à son quelqu'un. Il questionne, et la personne cherche et finit par trouver sa solution ou la solution, et bien sûr elle est directement alignée sur la solution. Mais finalement, nos managers de demain à l'ère du numérique, on sait bien que le management, je suis sachant, je te dis de faire ceci et je contrôle que tu l'aies fait, c'est dépassé et c'est fini, et notamment avec les jeunes générations. En revanche, si ce manager devient un animateur coach
qui tire le meilleur de ses collaborateurs, il fait grandir ses collaborateurs et du coup, je trouve qu'il permet à ses collaborateurs de déployer leurs ailes. Et grâce à cette mesure, grâce à cette action, derrière, on voit chez nous, on fait un FDJ Team, on fait des enquêtes climat régulières et on voit que la perception et le rôle du manager, la perception qu'en ont les collaborateurs quand ils évaluent leur manager, progresse dans le temps parce que... On n'est plus dans le contrôle, on est dans je t'accompagne, je me questionne moi aussi, c'est ça? Exactement. Oui, le rapprochement avec Quick, c'est un peu un choc des cultures fondamental entre une start-up française qui ouvre un restaurant par semaine, 2 restaurants par semaine, et de l'autre côté, un animal qui a 35 ans, qui a eu pendant plus de 15 ans des fonds d'investissement à son capital. Et du jour au lendemain, on annonce à une marque qui a 400 restaurants, qui fait à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'en 3 ans, on va tomber toutes les enseignes et que la marque pour laquelle ils ont travaillé, pour laquelle ils ont œuvré depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on remet beaucoup de médailles au sein de la société. Cette marque, progressivement, elle va laisser la place à une enseigne qui arrive avec des codes complètement différents, avec une culture américaine, entrepreneuriale, avec la passion comme cheville ouvrière de notre travail au quotidien. Et on gère cette conduite du changement dans une phase de transition où il faut à la fois gérer une surcroissance, ouvrir de manière effrénée des restaurants, ça veut dire recruter des centaines et des milliers de collaborateurs par mois et en même temps continuer à garder cette vigilance, quel que soit le volume, sur la qualité du recrutement et sur ce qu'on amène de différent dans ce projet d'entreprise. Tout à l'heure, vous disiez relations humaines contre ressources humaines. Vous savez, construire des restaurants, c'est facile, il faut trouver des architectes, peut-être 5 ou 600 sous-traitants en France. Avoir le bon produit, la bonne matière première dans chaque restaurant tous les jours, c'est facile. Ça veut dire signer des partenariats avec des fournisseurs en amont, mais être capable de recruter plus de 5000 collaborateurs par an et leur donner une formation de qualité, c'est probablement la ressource la plus difficile à trouver dans un plan d'ultra-croissance. Et aujourd'hui, c'est là où est tout l'enjeu de la société. Le DRH, c'est évidemment le bras droit du dirigeant et c'est ensemble qu'on construit cette stratégie parce que derrière les moyens financiers, la construction des restaurants, le fait d'avoir les bonnes matières premières et le bon plan marketing, les clients ils sont là, ça on n'a pas de doute. Derrière, avoir les bonnes ressources humaines au bon moment avec la bonne formation, c'est tout l'enjeu du pilotage.